BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le club de la bourse. Deux invités avec nous jusqu'à 18h pour commenter l'actualité du moment sur les marchés. Olivier de Béranger, gérant chez Financière de l'Échiquier, et Sébastien Lemonnier, gérant Action Europe chez Mansartis. Sébastien, juste avant la pause, et vous le rappeliez, vous aimez bien être contrariant, pas par principe, mais parce que parfois le marché surréagit, voilà, cherchez le terme. Comment vous trouvez le marché européen aujourd'hui, qui est quand même votre, alors là pour le coup, votre univers d'investissement, et vous le disiez, effectivement, il y a un consensus encore très fort en ce début d'année sur l'idée qu'il faut privilégier les actions, et dans la partie actions, beaucoup estiment qu'il faut privilégier les actions européennes. Généralement, ça va de pair avec les actions japonaises. Est-ce que le consensus vous inquiète, entre guillemets, vous semble un peu trop fort, un peu trop exagéré aujourd'hui ? En fait, tout à l'heure, quand je disais plus complexe, pour moi, c'est plutôt une chose que je trouve plus intéressante et qu'on peut d'ailleurs fortement observer sur le mois de janvier. Autant depuis 2-3 ans, et je peux même le dire, j'avais tendance un peu à m'ennuyer, c'est-à-dire que c'était des jeux de thèmes ou de secteurs. Et il y avait en effet des discriminations assez fortes. Là, hormis 2 secteurs, ou surtout un en tout cas, qui est en forte hausse, les matières premières en Europe depuis le début de l'année, finalement, il y a beaucoup moins de discrimination entre secteurs et thèmes, je pense, parce qu'on a eu ce mouvement de normalisation, de valorisation sur toutes les valeurs qui étaient en retard, dont je vous ai souvent parlé, et qu'aujourd'hui on va être dans un marché plus complexe, parce qu'en effet il va falloir faire un vrai travail de stock picking, et c'est en ça où moi je trouve ça beaucoup plus passionnant. Donc moi, si je regarde sur le mois de janvier sur Mansartis Europe, j'ai bien entendu malheureusement des déceptions. J'ai 2 titres qui ont pas mal baissé, Technicolor et cet été Coreos, mais à l'inverse, j'ai plus d'une dizaine de titres qui sont déjà en hausse de plus de 10% depuis le début de l'année, ce qui montre finalement la discrimination assez importante entre les valeurs. Donc je pense qu'il va justement falloir continuer à faire ce travail, d'être attentif à la fois aux fondamentaux, à la fois aux attentes du consensus, parce que je pense sur certaines valeurs on a encore parfois un consensus qui est relativement élevé, à l'inverse un consensus qui peut être encore assez en retard sur des valeurs qui ont peut-être encore été délaissées ces dernières années. Et puis regardez aussi la valorisation, parce que les arbres montent pas jusqu'au ciel, et pas tomber amoureux de ces valeurs. Donc il va falloir être très très attentif, très sélectif, et c'est en ça où je pense qu'on peut faire le lien avec un peu les taux. L'environnement de taux anormal qu'on a pu connaître, finalement il était très propice à la gestion passive, dont on a beaucoup parlé, et puis c'est souvent d'ailleurs quand on entend plein d'articles en vous disant que la gestion active est morte, ou presque morte. Juste d'un mot, voilà, les fonds indiciels, les trackers qui répliquent, voilà. Alors je vais dire bêtement, ils vont hurler s'ils nous entendent, parce qu'en plus il y a tout le développement de ce qu'ils appellent le smart beta, donc mettre de l'intelligence quand même dans ces fonds indiciels, mais l'idée c'est quand même de répliquer ce que fait le S&P 500 ou le CAC 40 assez basiquement. Voilà. Et la gestion active, c'est la sélection dossier par dossier. Et je pense que les deux mondes vont tout simplement cohabiter. Il n'y en a pas un qui va faire disparaître l'autre, et que ça laisse justement des opportunités pour revenir sur des gérants actifs, des gérants qui font la sélection de titres. Et c'est en ça où je suis plutôt satisfait. Et d'ailleurs sur le mois, il y a quelques dossiers que j'ai pu vendre sur des sujets de valorisation, et j'ai trouvé 2-3 nouvelles opportunités, ce qui est assez important sur un mois. Mais justement, il faut être plutôt pragmatique, et c'est plutôt sympa. Ouais, on parlera des idées que vous avez pu rentrer, comme vous dites, en portefeuille au cours de ces dernières semaines, Sébastien. Sur le côté stock picking, ok. Sur la partie action, d'accord avec Sébastien, Olivier, ça va être beaucoup de discrimination, parce que je regarde, on avait un consensus de début d'année très fort sur les actions européennes. Oui. Quand même, Wall Street a mieux démarré l'année que les actions européennes. Est-ce qu'on est encore en train de faire la même erreur que les années précédentes, Olivier ? Si vous voulez, le sujet de valorisation des actions européennes décotées par rapport aux actions américaines, on l'a depuis quasiment 8 ans. Donc, mais ce qui est vrai, c'est que l'écart ne fait que s'amplifier. Moi, j'aime bien regarder les price earnings, les lissés dans le temps. Donc, on prend 10 années de résultats, donc on prend un cycle économique. Et là, on s'aperçoit quand même qu'on paye les actions américaines aujourd'hui 27 fois. 27 fois les résultats d'un cycle sur 10 ans, alors que vous payez les actions européennes une quinzaine de fois. Alors l'année dernière, c'était 25 fois les actions américaines et 14 fois les actions européennes. Et c'est vrai que les actions américaines ont surperformé les actions européennes l'année dernière. Mais il arrivera quand même bien un moment où cet écart va se résorber. Et là où je rejoins tout à fait Sébastien, c'est que si vous regardez un petit point un peu technique dans les marchés, vous apercevez que la vol des indices, la volatilité des indices, la volatilité que vous payez quand vous achetez des primes pour vous couvrir sur les marchés, eh bien, elle est très faible par rapport à la volatilité des constituants des indices. Qu'est-ce que ça veut dire si on essaie de traduire ça justement? Alors, ça veut dire que globalement, on pense que les indices, bon, ils vont bouger, mais pas tant que ça.
mais que valeur par valeur, il va y avoir des histoires complètement différentes. Et c'est là où je rejoins ce que disait Sébastien, c'est que la discrimination, le stock picking, la décorrélation entre les titres est en train de redevenir à ce qui était normal avant toute cette tendance au sectoriel qu'on a pu connaître depuis 3 ou 4 ans. Ouais, allez-y. Et je pense que c'est assez lié au taux. C'est-à-dire, vous parliez tout à l'heure des stratégies de smart beta. Beaucoup de stratégies de smart beta sont liées au taux d'intérêt. C'est-à-dire que vous achetiez du Nestlé parce que vous pensiez que c'était pas volatile. Et puis les taux longs commencent à bouger, eh bien vous commencez à avoir la volatilité qui arrive sur ces actions qui deviennent pas aussi volatiles que les matières premières ou les cycliques durs. Mais qui sont des actions cousines des obligations. Hein. C'est dans cette logique-là que ces titres-là étaient achetés, parce que ça ressemblait très fortement à la rémunération que pouvait... Oui, d'ailleurs les anglo-saxons les appellent les bonds-like, voilà, comme des ressemblent à des obligations. Et tout ça, ça veut dire qu'en 2017, on espère tous, nous, gérants actifs, pouvoir faire notre métier de stock picker, de sélection de valeur, comme on le faisait avant cette grande période de transition sectorielle et de trend qu'on a eu depuis 3 ans. Bon, le stock picking peut-être fera la différence cette année, mais c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Mais encore une fois, je reviens alors à quelque chose d'un peu plus global sur le consensus de début d'année. Enfin. Tout le monde sort du marché obligataire en ce moment. Tout le monde se méfie du marché obligataire. Tout le monde dit qu'il faut aller sur les actions européennes. On entend très peu de voix dissonantes par rapport à ça. C'est pas gênant à ce stade. C'est normal. On n'est pas encore dans quelque chose d'excessif, Olivier. C'est vrai que c'est quand tout le monde est passé positif que ça a arrêté de monter. Donc on peut remarquer que pour l'instant ça fonctionne pas. La vérité quand même, c'est que il y a devant nous des valorisations qui sont attractives. Il y a beaucoup d'histoires individuelles de sociétés européennes qui sont décotées, fortement décotées par rapport à leurs consoeurs américaines ou autres. Donc, comme toujours, il y a des occasions d'investir. Et je pense quand même que on devrait avoir une année plutôt positive sur les indices boursiers. Et on a beaucoup parlé de politique en ce début d'émission. Je pense que si 2016 a montré quelque chose, c'est que l'économie, la macro et la micro, peut se dégager des contraintes politiques, puisqu'on a eu en gros tous les chocs dans le mauvais sens, le Brexit, l'élection américaine et le référendum italien, et que pourtant on a fini l'année positive. Est-ce qu'il y a un risque? Est-ce qu'on sous-estime le risque politique en provenance des États-Unis, par exemple? Aujourd'hui, vous donniez tout à l'heure, alors à travers des niveaux de valorisation que vous lissez sur le cycle, donc ça donne des écarts encore plus importants entre la valorisation de Wall Street aujourd'hui et la valorisation des marchés actions en Europe. Beaucoup expliquent aujourd'hui que le retard des actions européennes, au moment où on se parle, est lié aussi au calendrier politique et qu'il y a une prime de risque qui s'applique sur l'Europe, etc. Cette prime de risque, elle s'applique pas aux États-Unis aujourd'hui. Est-ce que c'est justifié qu'il n'y ait pas cette prime de risque aussi aux États-Unis, du point de vue intérieur et puis du point de vue extérieur aussi peut-être? Je serais un petit peu tenté de répondre comme Janet Yellen hier soir, c'est-à-dire joker pour l'instant. J'attends de voir ce que vraiment l'administration américaine va mettre en œuvre avant de me dire est-ce qu'il y a un vrai risque sur la politique fiscale, budgétaire et autres. On l'a lu partout. Si M. Trump met son programme en œuvre, c'est une dette sur PIB de 145% aux États-Unis dans 5 ans à la fin de son mandat. Donc entre l'Italie et la Grèce, c'est des annonces sur la politique fiscale qui sont quand même très majeures, qui ont des impacts ou non sur le bénéfice des entreprises, sur la politique d'immigration, sur les taxes à l'entrée. Bref, c'est difficile de savoir ce qui va se passer tant qu'on n'a pas les premiers éléments d'un programme crédible. Qu'est-ce que vous recueillez de la part des entreprises que vous rencontrez, Sébastien, par rapport à Trump? Il y a des patrons qui se sont exprimés, qui ont exprimé leur inquiétude après les décrets anti-immigration, évidemment les tax borders. Est-ce que c'est de nature, si jamais il va au bout de son programme, et jusqu'à présent, les annonces qu'il fait vont quand même dans le sens de l'idée d'appliquer au moins une partie de son programme. Est-ce que c'est de nature à remettre en cause des stratégies d'entreprise, à réviser la manière dont vous analysez aussi peut-être le business de certaines entreprises aujourd'hui? Alors, pas trop. En fait, pas trop dans le sens où... Et je vais prendre un peu de recul même par rapport à la question. Je pense que depuis finalement tellement d'années, à la fois les dirigeants d'entreprise, peut-être les peuples parfois ont été déçus des hommes politiques et puis ça change d'un coup sur l'autre et les réformes. Et je vais prendre l'exemple de ce qui s'est passé par exemple en Espagne où il y a 1 an quand j'y avais été, où souvent la question c'était
comment ça se passe, il n'y a pas de gouvernement. Et en fait, la réponse était, c'est pas si mal parce que du coup, ça évite de faire des bêtises. Ouais, enfin là, c'est l'inverse là. Je caricature un peu exprès, mais il y a quelqu'un à la tête. Aujourd'hui, c'est beaucoup trop tôt parce qu'il y a un jeu de communication. Enfin, on ne sait pas ce qui va être fait, ce qui va pas être fait. Les sociétés, elles font pas leur stratégie, leur vision à long terme. En tout cas, elles le font pas forcément sur des décisions politiques. Aujourd'hui, c'est beaucoup trop tôt pour dire, et je préfère qu'une société soit honnête en disant je sais pas, plutôt qu'en faisant un pari qui va peut-être s'avérer perdant. Donc à ce stade, c'est et puis moi, c'est pas comme d'habitude. Moi, c'est pareil, c'est pas forcément mon approche quand je pose des questions. Je vais plutôt m'intéresser à comment est l'environnement aujourd'hui par rapport à un environnement normalisé par le passé. Quelles sont vos parts de marché, quelles sont les opportunités ou pas aux États-Unis éventuellement. Enfin, si on change la donne du jeu du commerce mondial, il faut bien un moment qu'on en tienne compte. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Ça me paraît tellement binaire dans un sens que dans l'autre, je sais pas. C'est peut-être entre les deux. Bon, et c'est bien parce que ça résume l'état d'esprit. Non, mais c'est vrai, ça résume parfaitement l'état d'esprit du marché. On n'en sait rien, on attend et on reste suspendu comme ça. Alors à Wall Street sur des niveaux quasi records. Ça n'empêche pas, en tout cas sur les actions européennes, mais je pense aussi aux États-Unis, même si les valorisations sont élevées, je pense qu'il y a peut-être aux États-Unis, il y a peut-être un risque sur les marges, au-delà de là aussi, là en plus de la valo, les marges sont quand même très élevées, donc ça va être un sujet. Il y a beaucoup de sujets sur des sociétés au cas par cas où on est quand même un peu protégé des bruits de marché. Et en tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de favoriser, ce qui donne aussi un peu moins de volatilité dans la performance. Vous restez avec nous, messieurs. On va vivre ensemble évidemment la fin de séance sur les marchés européens. Et depuis quelques semaines, effectivement, les marchés évoluent sans grande tendance, sans direction. Alors il y a de l'actualité du côté des entreprises, une grosse séance de microéconomie avec des publications d'entreprises et notamment en Europe. C'était une journée chargée. On va revenir sur tous les dossiers marquants du jour. Mais notez que du point de vue des indices, il ne se passe pas grand-chose. Le CAC 40 qui se raccroche toujours aux 4800 points. Le DAX un petit peu en retard cet après-midi. Et Wall Street, on fera un point évidemment sur la séance en cours aux États-Unis. Wall Street sans véritable tendance également. L'euro-dollar 1,08 actuellement. On est dans la période de clôture du marché parisien et des marchés en Europe. Le CAC pour l'instant gagne à peine quelques points, donc on est vraiment sur des niveaux d'équilibre pour les marchés européens. Ce soir, on aura la clôture définitive à Paris dans quelques minutes, autour de 4800 points sans doute. Le DAX un petit peu en retard. On a été porté par quelques valeurs technologiques, il faut le noter. Les résultats de Nokia qui sont salués par le marché ce soir. Le titre gagne plus de 5% en tête du CAC 40. Capgemini gagne près de 2% cet après-midi. À Francfort, on a eu les résultats d'Infineon qui étaient salués par le marché également. Le titre prend 2,5%. Et puis, on parlait de la discrimination que le marché est en train de faire aujourd'hui au sein de certains secteurs. Alors, dans le secteur automobile, par exemple, on a Daimler qui est un peu déçu malgré une année 2016 record. Le titre recule de 3% ce soir. Et puis, à l'inverse, dossier un peu spécifique, puisqu'on est dans le très haut de gamme, c'est Ferrari qui bondit de plus de 3% à Milan cet après-midi. Dans le secteur de la santé, nouveau profit warning pour Novo Nordisk. Le titre chute de plus de 7% cet après-midi à la bourse de Copenhague, dans un secteur de la santé qui est compliqué, on va dire quand même, en ce moment. Est-ce que c'est un cas d'investissement intéressant? D'ailleurs, c'est une vraie question. Sanofi recule de 0,9% au sein du CAC 40. On avait un profit warning d'AstraZeneca également, mais le titre arrive à terminer légèrement positif. Voilà pour les grandes tendances. Et puis dans le secteur bancaire, bien sûr, les résultats de Deutsche Bank fraîchement accueillis, moins 5% pour le titre, alors qu'à l'inverse, on a eu les résultats de la Poste néerlandaise, ou en tout cas ING. Aujourd'hui, le titre gagne 1% après ces résultats. Voilà pour les quelques gros dossiers qui ont marqué cette séance en Europe. La clôture, ce sera à suivre dans 2 minutes maintenant. Clôture définitive pour le CAC autour de 4800 points. Que se passe-t-il à Wall Street? Sabrina, on vous retrouve. Pas de tendance très très claire et on suit encore, j'imagine, alors la politique, les tweets, prise de position, déclaration de Donald Trump et son administration qui sont le feuilleton quotidien des investisseurs désormais, et puis peut-être plus fondamental, plus tangible en tout cas, les résultats d'entreprise. Effectivement, on ne peut pas y échapper. Les investisseurs qui ont clairement les yeux rivés sur la Maison Blanche et cela crée un climat d'incertitude. On voit sur la tendance depuis ce matin, on hésite pas mal sur les marchés américains avec un Dow Jones qui est repassé dans le rouge après un moment dans le vert. On est actuellement à 19 885 points. Le S&P 500 désormais inchangé. Le Nasdaq affiche une petite progression de 0,1% avec pas mal de statistiques aujourd'hui en attendant bien sûr surtout demain les chiffres
de l'emploi. C'est le grand rendez-vous. Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont reculé la semaine passée, plus que prévu. Des résultats d'entreprise, vous l'avez dit, oui, avec Facebook, bien sûr, qui a explosé tous les compteurs, des résultats en forte progression, supérieurs aux attentes, chiffre d'affaires qui dépasse également le consensus, et un groupe qui continue de profiter, bien sûr, du succès dans le mobile, la vidéo. Le titre Facebook qui n'en profite pas, on recule de 0,3%. Vous avez plusieurs bureaux d'études qui ont relevé leur objectif de cours sur la valeur. Facebook qui a annoncé dans le même temps qu'il devait verser 500 millions de dollars dans le cadre d'un procès. Zenigma, c'est une société, c'est une start-up qui accusait Facebook d'avoir utilisé sa technologie pour son casque de réalité virtuelle. Alors, il réclamait 4 milliards de dollars et 500 millions de dollars donc à payer, à verser. Les autres résultats du jour, Estée Lauder dans les cosmétiques, des résultats partagés. Ralph Lauren, surtout, forte baisse du titre après l'annonce des résultats, du départ de son CEO et de lourdes charges de restructuration. Enfin, Macy's, également sur le devant de la scène, qui est prêt à regarder une vente. Macy's qui annonce également le départ de son CEO. En attendant, Amazon, ce soir, c'est le grand rendez-vous après bourse. Voilà donc pour cette séance. On est partagé, on hésite pas mal, toujours avec un Dow Jones qui désormais est repassé dans le rouge. Merci beaucoup Sabrina, bonne poursuite à vous pour cette séance américaine. On vous retrouvera juste avant la fin de cette émission et puis la clôture à 22h pour les marchés américains. Nous, c'est l'heure de la clôture définitive à la bourse de Paris et on termine à l'équilibre. Allez, pour être très précis, on perd 0,29 points, c'est-à-dire vraiment rien, 4794 points pour le CAC 40 ce soir. On le disait, emmené par le secteur tech, un Nokia qui signe la plus forte hausse. On a eu des recommandations positives dans le secteur des ressources de base. Goldman Sachs sur ArcelorMittal, sur Eramet, ça porte ses fruits. Le titre ArcelorMittal gagne 3% ce soir. On rachète aussi peut-être quelques valeurs au profil un peu défensif. On a une baisse des taux, des rendements des dettes souveraines cet après-midi. On voit du Essilor qui gagne 1,5%. On a du Vinci plus 1%. Sodexo qui gagne 1% également. L'Oréal plus 1%. Veolia, je pense qu'on va en parler dans quelques instants. Le titre gagne 0,8%. Et puis à l'inverse, Technip FMC qui recule de plus de 3,5% ce soir. Des prix du pétrole qui sont pourtant en légère progression. On a atteint $54 sur le baril de brut léger américain cet après-midi, $57 sur le Brent. Et puis le secteur financier un peu rafraîchi par la publication et puis surtout l'accueil par le marché de la publication de Deutsche Bank. Le titre chute de 5% ce soir. Voilà pour les grandes tendances de marché. Puis ici le profit warning quand même de Novo Nordisk, le nouveau profit warning de Novo Nordisk dans le diabète bien sûr, le titre coté à Copenhague qui chute de plus de 7% ce soir. Voilà pour le panorama de cette séance. Pas de gros mouvements à signaler sur les grands indices européens. Notons quand même la bourse de Milan en avance ce soir avec une hausse de quasiment 1%. Le CAC à l'équilibre et le DAX en retard dans le rouge qui recule de 0,2-0,3% pour l'instant. BFM Business, Intégral Bourse, on refait la séance. Nos invités en plateau, Olivier de Béranger, gérant diversifié, un taux et actions chez Financière de l'Échiquier, Sébastien Lemonnier, gérant actions Europe chez Mansartis, et David Bottin qui est toujours avec nous par téléphone, analyste de marché chez GKFX. David, un mot de cette séance. On a parlé de l'euro-dollar. Attention au niveau de 1,09, c'est le message que vous envoyez parce que ce sera une zone de bataille entre ceux qui sont prêts à vendre l'euro aujourd'hui. 1,08 pour l'instant sur l'euro-dollar, le pétrole qui a pas fait grand-chose sur cette séance, les indices non plus. David, je regardais du côté de l'or, on a repris encore quasiment 1% sur l'once d'or cet après-midi. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulièrement dynamique qui est en train de se remettre en place sur le métal précieux, comme on dit? Bonne question Grégoire. Alors on avait un double top sur l'or sur le niveau clé des $1220. On avait franchi ce niveau aujourd'hui et là on est en train de repasser en dessous des $1220 comme l'euro-dollar est en train de repasser en dessous du niveau des 1,08. Donc je pense certainement que certains acheteurs à court terme ont certainement essayé de jouer le franchissement de ce niveau clé en direction des $1230. Là pour le coup on a un repli là, en fin de journée sur le métal jaune. Je pense que maintenant on va être dans un facteur plutôt d'indécision avant la publication du rapport sur l'emploi américain demain 14h30. Je pense que c'est véritablement lui qui va nous permettre de savoir
si l'euro-dollar va poursuivre sa hausse au-delà d'un 0,9 ou si véritablement la tendance moyen-long terme va reprendre son souffle et permettre à l'euro-dollar de casser la borne basse de son canal haussier en place depuis fin décembre. Donc là, on a vraiment les yeux rivés sur l'annonce de demain. Alors, on anticipe finalement un bon rapport NFP dû à l'excellent rapport ADP qui a été publié sur le mois de janvier avec 246 000 créations d'emplois contre seulement 165 000 anticipées. Et puis en jetant un œil finalement à la sous-composante sur l'emploi de l'indice ISM manufacturier américain, eh bien on s'aperçoit que le chiffre était également bon, 56,1 points pour un consensus qui tablait sur 53,1. Donc globalement on a des attentes plutôt positives sur ce rapport NFP qui pourrait impacter donc négativement l'euro-dollar et permettre encore au métal jaune alors finalement de rester en dessous des 1220 $. Donc on va rester là ici dans ce sentiment d'incertitude jusque demain 14h30. Effectivement, ce sera à suivre en direct évidemment sur BFM Business. Le rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis, un des chiffres les plus suivis, les plus commentés dans le monde de la finance. Il y a des auditeurs, téléspectateurs qui s'impatientent, Sébastien, et qui vous suivent de très très près visiblement, puisque l'un d'entre eux me demande là sur Twitter, on veut connaître les 2 ou 3 valeurs de Sébastien Lemonnier. Donc je rappelle, stock picker, gérant Action Europe chez Mansartis, avec une philosophie un peu contrariante, et cet auditeur de rajouter, et évitons de parler de Parotte. Il se souvient bien, oui, parce que Parotte, mais ça fait déjà quelques temps que vous nous aviez parlé de Parotte. Ouais, et c'est une bonne question, parce que il faut aussi parler de ce qui marche pas. Ouais. Parotte, ça n'a pas marché pour le moment, mais je vais pas trop en parler. Ça n'a pas marché, mais malgré tout, la valorisation fait qu'aujourd'hui je les garde. Je suis un investisseur de long terme, et le cas est simple aujourd'hui. Vous avez 180 millions de cash, voire allez un petit peu moins éventuellement si vous êtes prudent. Enfin, il y a un peu plus, mais comme je suis prudent, j'anticipe qu'il brûle encore un peu de cash. Vous avez la division auto qui a été vendue, enfin qui est en cours de cession avec ça prend un peu de temps, mais le prix est cristallisé en quelque sorte pour 100 millions. Donc ça fait à peu près 280 millions. La capitalisation boursière, c'est 250 millions. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui les drones valent moins 30 millions. Je suis pas sûr que les drones en effet consommateurs valent grand chose. En revanche, le drone professionnel me paraît totalement sous-valorisé. Et dans les comptes, parce que je suis un investisseur value, j'aime bien fouiller. Il y a quelques mois, ils ont vendu 2 petites activités de drone professionnels dans lesquelles ils voyaient pas de grand intérêt, qui étaient valorisées à 2 millions dans les comptes. Ils ont vendu ça pour 10-12 millions. Donc ça donne un prix. Je fais le dos rond, je continue de travailler. Il y a des investisseurs qui sont plus smart encore que moi, je pense Moneta et Amiral qui ont chacun plus de 5% du capital. Il faut être patient, mais le titre est aussi assez volatile. Ça avait beaucoup remonté par rapport à la baisse de l'été. Alors c'est pas forcément satisfaisant et suffisant. Et donc voilà. Donc mes 2 nouvelles idées. Allez, allons-y. Mais commençons peut-être par le dossier français, parce que vous m'avez dit, je connais vos idées, Sébastien. Allons-y sur Veolia peut-être, parce que là, voilà, c'est peut-être un titre qui parle le plus à ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Alors, Veolia, c'est un titre que j'avais acheté il y a 2 ans, quand c'était encore une restructuration, et que j'avais vendu il y a 9 mois ou quelque chose comme ça, quand en fait j'avais l'impression, à la fois dans la valorisation et dans le discours des investisseurs et de la société, qu'on parlait d'une société de croissance. Pour moi, en fait, j'avais profité du travail de restructuration, d'optimisation des coûts, qui est très important, d'un endettement qui redevient aussi plus normal et d'un retour aux dividendes. J'avais vendu le titre parce que je trouvais qu'en effet l'aspect croissance, même si j'y crois éventuellement, mais à plus long terme, met du temps à se concrétiser, puisque le temps de signer des contrats, même si les contrats industriels qui sont de plus courte durée que des concessions sur l'eau, c'est quand même pas tout de suite immédiat. Et puis de l'autre côté, il y a quand même une pression prise sur la partie tout ce qui est contrat lié avec les municipalités qui est présente. Donc je trouvais qu'il y avait un peu d'excès. Là encore, vous voyez, je vous parle d'anomalie. Parfois c'est à la baisse, parfois c'est aussi à la hausse. Et en fait aujourd'hui, je suis rentré en début d'année en mettant un premier pied. Je ne sais pas si les prochains résultats vont être bons, mais comme j'achète pas au meilleur moment à chaque fois, j'essaye de lisser. Tout simplement parce qu'aujourd'hui on parle plus de croissance et je suis revenu après quasiment à ma valorisation d'il y a 2 ans quand je suis rentré sur le portefeuille. Donc je pense voilà, il faut pas jeter. C'est souvent un peu ça finalement. C'est un peu comme sur les médias, sur la politique ou sur les matières premières, etc. C'est soit l'un soit l'autre. Je pense que la vérité est souvent entre les deux et c'est là où j'essaye de naviguer. Voilà, il faut être patient. C'est un métier où on a de la visibilité parce que les contrats longs, mais on peut pas avoir la croissance tout de suite en 3-6 mois, quoi. C'est voilà. Dossier Veolia, et vous gardez 1 ou 2 autres idées. On pourra en reparler d'ici 18h. Olivier, les idées ou les thèmes que vous portez là pour 2017. Alors dans un portefeuille diversifié que vous gérez, actions et taux, vous êtes la logique d'arbitrage de sortir assez simple. Je le fais assez simple, mais sortir des taux pour aller vers toujours plus d'actions, c'est encore en place. C'est
encore quelque chose qui est de mise aujourd'hui pour vous? Alors, pas forcément, puisque sur les taux, dans nos portefeuilles, en fait, on n'a que des dettes d'entreprise. Du crédit. Ouais. On a du crédit, on n'a pas de dette d'État. Et en plus, pour parler un peu technique, on couvre la duration des portefeuilles. C'est-à-dire que on a des maturités moyennes dans nos portefeuilles après couverture qui sont de l'ordre de 2 années. Donc 2 ans, c'est vraiment très très court. Et ça, je crois qu'il faut continuer à le faire. Les taux longs vont monter, on en est certain. Il y aura des phases de répit comme aujourd'hui, mais ça remet pas en cause ce mouvement. Et voilà, c'est ça. Voilà, le message, c'est on dit parce qu'il y a des choses à faire et c'est de la technique de gestion derrière. Mais l'idée, c'est quand même que les taux vont continuer de remonter. Hein. Oui, les taux vont continuer de remonter. Par exemple, Sébastien parlait tout à l'heure de l'Espagne. L'Espagne, c'est un pays intéressant. La croissance 2016, c'est 3,2. Ouais. L'inflation en 2016, c'est 3%. Ouais. Et le taux à 10 ans espagnol après la remontée qu'on a observée, c'est 1,60. Donc déjà quoi, 5, 6, c'est ça si on fait la 5, règle 6, assez simple qui marche la règle normale qui marche pas, c'est 6 effectivement si on fait la somme des deux. La conclusion, c'est que par cette méthode-là, on trouve un moyen de rembourser les dettes, qui était quand même, on a oublié, mais il y a quand même un stock de dettes à rembourser qui est important. C'est sûr que si l'Espagne arrive à garder de tels agrégats macro et avec des taux d'intérêt même qui montent à 2 ou 2,5, la dette dans 10 ans, ce sera plus un sujet. En revanche, ce qui est sûr, c'est que tactiquement, vous pouvez pas rester long de dette espagnole sur des tels niveaux. En revanche, des corporates espagnols avec des primes de risque par rapport aux emprunts d'État importants, et si vous couvrez la partie risque de taux, ça reste très intéressant. Sur la partie action, là, les thèmes, est-ce que c'est toujours l'idée? Alors, l'Europe, la cyclicité dans les portefeuilles, enfin, ce qui est, encore une fois, on en parlait tout à l'heure, très consensuel, mais à un moment, le consensus peut aussi avoir raison. Alors, on aime toujours bien les dossiers value, on aime toujours bien... alors, moi, j'aime particulièrement dans mes fonds les dossiers value qui sont ceux que j'appelle de la croissance déchue, c'est-à-dire des dossiers qui ont eu un accident de parcours à un moment donné et qui tout d'un coup sont jetés avec le bébé, l'eau du bain et toute la salle de bain. Et je pense notamment à une société qui a publié aujourd'hui qui est Swatch. Ça, c'est étonnant, on en avait parlé la dernière fois au mois de septembre. Alors, on a déjà gagné 30% sur Swatch au dernier trimestre de l'année 2016. Ça ouvre à -2, -3 aujourd'hui. On a dû clôturer légèrement positif. Plus un 2. Ben voilà. Et je pense que c'est une action qui a un potentiel assez important. Ça reste le leader de la montre de 50 à 50 000 euros. On connaît tous les problèmes de la campagne anticorruption qu'il y a eu en Chine. Mais quand un dossier comme ça vaut 1,2, 1,3 fois les fonds propres ou les capitaux employés au mois de septembre, ça reste intéressant pour 2017. Donc les thématiques des poches actions, c'est toujours le value ou la croissance déchue. C'est le cycle. On aime bien des sociétés, par exemple, comme CNH. CNH, très lié au prix des matières premières et de l'agriculture. Donc forcément, on achète plus de tracteurs si les cours des matières premières sont plus élevés. Et puis après, il y a quand même toujours des dossiers de croissance qu'il faudra regarder. C'est peut-être un thème pour 2017, c'est à quel moment se réintéresser sur la croissance. Trop tôt, là? Il y a encore un petit... Tant que vous n'avez pas l'impression que les taux commencent à, je dirais, tant qu'on n'est pas à 1% sur le 10 ans allemand ou... il y a une capitulation quand même sur ce marché obligataire. On l'a pas eu sur l'Allemagne. L'Allemagne garde son rôle de taux coffre-fort. Donc pour l'instant, on n'a pas eu cette capitulation. 1%, on va pas faire toute la trajectoire macro de 2017, les scénarios possibles, mais 1% sur le 10 ans allemand, je vous demande pas de timing ou de boule de cristal, mais enfin dans un horizon visible au cours de l'année, c'est possible. C'est très possible. Au premier semestre, c'est très possible d'arriver là. Alors il faudrait qu'il n'y ait pas de signe noir sur les élections françaises ou sur les élections... par ailleurs, bien sûr. Mais vous savez, on a les chiffres d'inflation en Allemagne, c'est 1,9. L'inflation dans la zone euro, c'est 1,8. Monsieur Draghi va avoir un travail de pétrole, sauf que c'est pas que ça, c'est pas que ça quand même. Comme aux États-Unis, on voit qu'en Allemagne il y a des petites tensions sur les salaires. On vit pas en France la même vie que vivent les autres pays de la zone euro. Il y a 2 pays malades en Europe, c'est la France et l'Italie. Les autres, je citais l'Espagne tout à l'heure, ça va plutôt bien. Messieurs, on va marquer une dernière pause. Restez avec nous, Olivier de Béranger, financière de l'Échiquier, Sébastien Lemonnier, Mansartis. Je vous rappelle la clôture à Paris ce soir. Bon, rien de très significatif puisque on ne fait rien du point de vue de l'indice, du point de vue du CAC 40, bien sûr. Il s'est passé des choses sur des dossiers particuliers avec des résultats d'entreprise, mais le CAC dans son ensemble ne bouge pas. 4794 points à l'arrivée. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le Club de la Bourse.
Quelques minutes encore en compagnie de nos invités, Sébastien Lemonnier, gérant Action Europe chez Mansartis, et Olivier de Béranger, gérant diversifié chez Financière de l'Échiquier. Vous nous avez parlé de Veolia tout à l'heure, hein, c'est une de vos idées. Vous êtes revenu sur le dossier, c'est ça, en début d'année, Sébastien? Tout début d'année. En tout début d'année, et Antoine Frérot, le PDG de Veolia, sera avec Edwige Chevrillon justement, juste après vous, juste après cette émission. Autre idée que vous avez rentrée récemment en portefeuille, donc ça veut dire qu'on trouve encore des idées dans ce marché européen, vous en trouvez. Alors c'est une valeur cotée en Irlande, je suis pas sûr que beaucoup de monde connaissent, et je vais vous laisser d'ailleurs prononcer cette valeur, j'essaye depuis tout à l'heure mais c'est un peu compliqué. Il y a une double cotation en Irlande et en Suisse, la liquidité étant surtout en Suisse. La double cotation vient du fait qu'historiquement c'était une société qui s'appelait IAWS en Irlande, qui a fusionné avec Ishland en Suisse, et aujourd'hui ça s'appelle Aryza, A-R-Y-Z-D-A. Là aussi c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Moi j'aime bien les changements de statut boursier. C'est une société, moi quand je l'ai connue, IAWS, c'est une sorte, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez dit de façon plus synthétique que moi, une boulangerie industrielle spécialisée finalement sur les produits surgelés. Moi quand j'en ai eu en portefeuille sous nom IAWS, j'avais en tête que c'était un métier relativement ennuyeux, pas très sexy, il n'y a pas beaucoup de technologie, etc. C'est une petite dépense de consommation, par contre c'est moins cyclique, et c'est surtout très générateur de free cash flow, de flux de trésorerie, qui est quand même l'essentiel pour la valeur boursière. Et puis finalement, au bout d'un moment, ça a changé de statut boursier, puisqu'on a eu un management qui avait d'ailleurs, moi c'est souvent une des questions que je pose, comme critère pour son bonus, avant tout la croissance des EPS en absolu et pas que en croissance organique. EPS, donc, les bénéfices par action. Voilà, c'est ça. Donc il a dépensé beaucoup d'argent en termes d'investissement, en termes de CAPEX, et puis cerise sur le gâteau, il a racheté il y a quelques trimestres une participation dans Picard, après le 4e ou 5e LBO, et sans vraiment de synergie, en tout cas aux yeux des investisseurs, et surtout amenant un niveau d'endettement relativement élevé. Donc c'est un titre qui a dû valoir à un moment donné pas loin de 80 francs suisses. Aujourd'hui, on est à 28, 29 francs suisses, donc ça, c'est vraiment un déchu en quelque sorte. Pour moi, en fait, il n'y a pas de croissance, c'est un marché mature. Je pense pas qu'on va manger plus de croissants ou de pain au chocolat demain. Et en revanche, on a un management qui est aujourd'hui complètement détesté. À juste titre, hein. Moi je les ai rencontrés en fait au mois de décembre, ce qui m'a à mon avis évité de rentrer trop tôt sur le dossier, parce que depuis, je crois sur le mois de janvier on est en baisse de 35%. Mais en fait aujourd'hui, je comprends des investisseurs qui veulent pas investir sur le dossier à cause du management, mais en fait pour moi c'est aujourd'hui une protection, c'est-à-dire que c'est un CEO qui a beaucoup déçu, qui a 64 ans, qui je pense a voulu bien terminer sa carrière et qui aujourd'hui de toute façon, vu le niveau d'endettement, ne peut plus faire de bêtises, parce qu'en fait s'il fait des bêtises il va être sous covenant. Je pense, parce qu'il y a eu l'arrivée d'un nouveau chairman, donc conseil de surveillance en français, qui est arrivé, et en fait je pense qu'aujourd'hui on a un cas de situation spéciale sur ce dossier, puisqu'il y a à la fois de la restructuration, il y a des surcapacités, on peut aussi splitter le groupe, c'est-à-dire diviser entre la partie européenne et la partie américaine, s'ils sont présents sur les deux. On a de la valeur cachée, parce que la plupart des sites industriels sont détenus en propre, donc ça fera que la restructuration sera un peu moins chère. Et puis Picard qui est valorisé pour à peu près 500 millions. Alors moi je suis nouvel actionnaire, donc j'ai moins de problèmes si demain il le vend 300. Mais en soi ça fera baisser aussi la dette, et je pense que les mois sont comptés à mon avis pour ce CEO, sachant que le président du conseil de surveillance est en train de faire le job. Donc à la fois sur une partie restructuration, et je pense aussi situation spéciale, parce que je serais pas surpris que ça intéresse des private equity. Situation spéciale, oui, ça veut dire cible potentiel. Alors en l'occurrence pour du private equity, pourquoi pas, ou certains c'est ça. Voilà, il peut se passer des choses. Aryza. C'est ça. Voilà pour ce dossier, coté notamment à Zurich et avec une cotation également en Irlande. La question dollar pour finir, pour vous, Olivier de Béranger. Non, mais on est début d'année 2017, on avait la communiqué de la Fed hier sans grandes indications ou pistes supplémentaires sur l'avenir, mais en tout cas on est quand même dans l'idée qu'on va avoir 2-3 hausses de taux normalement cette année du côté de la Fed. Depuis un mois, les taux qui montent le plus, ce sont les taux en Europe. Oui. Depuis un mois, la devise qui se déprécie le plus peut-être, c'est le dollar, en tout cas qui marque plus qu'une pause, puisqu'on consolide quand même sur le dollar. Qu'est-ce qui se passe? C'est juste une pause ou il y a un doute sur la trajectoire du dollar là sur 2017? Je crois qu'il y a une interrogation sur la hausse des taux, et finalement le différentiel de taux, c'est toujours ce qui explique le mieux le parcours des changes. Et en fait, en début décembre de l'année dernière, on se disait qu'il y avait une trajectoire de hausse des taux assez marquée aux États-Unis.
et qui a priori ne concernait pas trop l'Europe. Avec tous les problèmes d'inflation dont on a parlé au début de cette émission, on voit que les taux longs en Europe montent, ça fait remonter l'euro contre dollar. Je dirais que dès qu'on s'apercevra que les taux courts en Europe, quand ne remonteront pas tout de suite, ça refera repartir le dollar dans l'autre sens. Donc pour l'instant, je pense que c'est une pause dans un mouvement qui a été quand même assez fort depuis quelques mois. Le dollar qui se déprécie encore un petit peu aujourd'hui, qui baisse encore un petit peu. Alors il y a des devises qui bougent beaucoup plus. On peut parler du sterling effectivement, puisque c'était le jour de la réunion de la Banque d'Angleterre. Statu quo évidemment, enfin statu quo surtout d'ailleurs. Hein. Ils savent pas trop où ils vont. La Banque d'Angleterre, ils ont révisé les prévisions de croissance, abaissé un peu les prévisions d'inflation. Il y aura un pic autour du deuxième trimestre 2018. Autour de 2,75% d'inflation au Royaume-Uni, mais on est toujours dans l'idée qu'on va tolérer un peu plus d'inflation pour l'instant. Donc le prochain mouvement de taux, il n'est pas pour tout de suite. C'est pour l'instant, c'est difficile de savoir dans quel sens d'ailleurs est-ce que ce sera aura lieu ce mouvement. Est-ce que ce sera un mouvement à la hausse, mouvement à la baisse? Bon, tous les scénarios sont encore possibles. Peut-être de ce côté-là, du côté de la Banque d'Angleterre, baisse du sterling, hein, peut-être une des baisses les plus marquées cet après-midi face à l'euro notamment, et puis le sterling dollar effectivement qui recule de quasiment 1% aussi cet après-midi. L'euro dollar, on en parlait à 1,08. Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir passé cette heure avec nous. Sébastien Lemonnier, gérant Action Européenne chez Mansartis, et Olivier de Béranger, gérant diversifié chez Financière de l'Échiquier. Je vous rappelle la clôture à Paris ce soir, stable, quasiment parfaitement. Le CAC 40 termine à 4794 points. Pas de tendance très significative à Wall Street, même si on a une petite baisse désormais du Dow Jones de 0,2%, 19 846 points. Très bon début de soirée sur BFM Business. Et donc pour ceux qui s'intéressent au dossier Veolia, on en parle avec Sébastien Lemonnier, le PDG de Veolia. Antoine Frérot sera avec Edwige Chevrillon tout à l'heure. BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel.